cours Histoire des sciences. Donc, je vais partager avec vous. Alors, le cours d'aujourd'hui va être vraiment une présentation de ce que nous allons faire plutôt qu'un cours directement. Donc, ça va être probablement 1 heure de cours. Euh, alors, open and chat. Ça permet d'attendre aussi vos camarades. Bon, c'est un support qui n'est pas encore fini, mais aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un peu le plan du cours et qu'est-ce que nous allons faire dans ce module. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Et vous me dites si vous voyez bien ou pas. Je pense que ça suffisant. Alors. Voilà, donc je ne sais pas si tout le monde a reçu le lien. Là, s'il faut qu'on attende un peu. Je ne sais pas si vous avez envoyé parce que pour votre section, je n'ai pas encore la liste de tous les emails. Alors, je ne sais pas si les délégués sont là. Je ne sais pas trop comment ça va se passer pour vous. Est-ce qu'il y a des délégués ici? Madame, je suis là. Tu connais? C'est quel nom? C'est quel nom? Gustave. Et vous avez envoyé le lien à vos camarades? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Bon, donc voilà, donc on va faire un cours d'histoire des sciences. Donc ce cours, c'est un cours découverte, on va dire. Je ne sais pas comment les autres collègues de maths, parce qu'il est enseigné essentiellement par les enseignants de la faculté de mathématiques, étant donné que c'est un module de MI Math Info. Donc, moi, c'est la première fois qu'un enseignant d'informatique enseigne ce module. Donc, je suis la première personne du département informatique qui enseigne ce module. Donc, il a toujours été enseigné par les enseignants de mathématiques, de la faculté de mathématiques. Comme c'est histoire des sciences, donc en général, les enseignants de la faculté de mathématiques enseignent, on peut enseigner l'histoire des sciences en général. Alors, les sciences, c'est énorme. Mais en général, on commence par l'histoire des sciences en général, puis on enseigne les mathématiques si on fait partie de la faculté de mathématiques. L'histoire de la physique, comme partie de l'histoire des sciences, elle est enseignée par les enseignants de la faculté de physique, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si les enseignants de chimie enseignent l'histoire de la chimie ou pas, mais les choses sont un petit peu comme ça à l'USTHB. Alors, bien sûr, ce sont des enseignants, et nous sommes tous donc des enseignants d'une discipline scientifique qui s'intéressent à l'histoire des sciences. Alors, on peut s'intéresser de près ou de loin, moyennement, etc. Et on peut aller vraiment s'intéresser de façon très sérieuse à l'histoire des sciences, comme c'est mon cas. Donc moi, je m'intéresse à l'histoire des sciences au même degré que l'informatique, je veux dire. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement des lectures, mais c'est un investissement, je veux dire, d'études dans ce domaine. Et voilà. Évidemment, comme je suis de formation informatique, pour préparer des diplômes, pour avoir un doctorat, c'était pas possible de faire, bien sûr, en histoire de la physique ou la histoire de la chimie, etc., parce que il faut exploiter toujours le capital scientifique qu'on a pour pouvoir faire autre chose. Et donc, je me suis intéressée plus à l'histoire des mathématiques, étant donné que l'histoire de l'informatique n'est
n'est pas encore, étudiée et que l'informatique est une science qui est relativement, enfin, une des plus jeunes sciences par rapport aux sciences anciennes que sont les mathématiques, la physique, qui sont très, très, très anciennes. Donc, voilà. Donc, même si je fais de l'informatique, je fais de l'histoire des mathématiques, je fais de l'histoire des mathématiques. Alors, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ce que j'aimerais en tous les cas que vous compreniez par ce module, que ce module est très, très important, oui, que ce module est très important pour, pour les gens qui font des sciences, et en particulier pour vous. Et je vais donc faire beaucoup plus. Alors, est-ce qu'il y a des messages? Voilà. Donc, je vais parler de l'histoire des mathématiques. Et pourquoi? Parce que nous, informaticiens, nous avons un rapport très étroit avec les mathématiques et surtout avec l'algorithmique. Voilà. Et l'algorithmique étant une discipline mathématique à l'origine, donc voilà, j'aimerais vous parler donc de cette discipline et je souhaite que ce cours, au final, va vous permettre de mieux comprendre ce que vous faites en algorithmique. Et qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, en fait, vu du côté des fondateurs, vu du côté de ceux qui l'ont créé. Alors, on va comprendre que dans l'histoire des sciences, les concepts, comme les concepts mathématiques de continuité, de dérivée, de fonction, ont une histoire. Le concept d'algorithme aussi a une histoire. Et on peut s'intéresser donc à l'histoire des sciences, au moins pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un algorithme, parce qu'on peut trouver beaucoup de définitions. Les cours qu'on enseigne aussi, les enseignants donnent des cours plus ou moins selon la pratique qu'ils font de ce concept. Mais en informatique, bien sûr, vous le savez déjà dès maintenant que l'algorithmique est, on va dire, le cours le plus fondamental. C'est un des cours les plus fondamentaux de l'informatique de la première année jusqu'à la dernière année. Et vous savez que le mot algorithme vient du mathématicien Al-Khwarizmi, et donc il faut qu'on comprenne cette histoire. Et la compréhension de cette histoire va contribuer à la compréhension de ce que vous êtes en train de faire dans le cours d'algorithmique. Donc, ce qui est mis ici, dans ce carré-là, dans ce rectangle, qu'est-ce que ça dit? Ça va dire, en gros, le programme que moi j'ai envie de vous faire, que j'ai envie de vous apprendre. Donc, c'est qu'entre le 8e siècle, c'est-à-dire le 8e siècle, c'est entre 700 et quelque chose, et le 15e siècle, jusqu'à 1450, 1400, jusqu'à même le début donc, du 16e, donc jusqu'à 1500 et quelque chose, la recherche scientifique, ce qui est dit donc dans ce carré est très important, c'est qu'entre le 8e siècle et le 15e siècle, la recherche scientifique la plus avancée dans le monde, elle se faisait en arabe. La langue arabe était alors la langue de la science depuis l'Espagne jusqu'aux confins de la Chine. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est connu et reconnu. Donc, dans ce cours, je souhaite donc faire une introduction à l'histoire des sciences et plus particulièrement
Alors, bien sûr, là, je dis la langue arabe était la langue de la science et la langue de la science nouvelle et de la recherche scientifique de l'époque. Je ne vais pas faire, bien sûr, le cours sur toute la science de cette époque. Je vais faire simplement une introduction à l'histoire des sciences pour dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire des mathématiques arabes qui ont été produites entre normalement le 9e et le 15e, ce que j'ai dit au début. Mais on sait aujourd'hui que cette recherche elle a continué jusqu'au 19e siècle, même si entre le 15e et le 19e siècle, elle n'était pas, on va dire, sur le podium en première place, mais elle faisait partie des régions qui produisaient encore de la science originale et de la recherche originale, toujours en langue arabe et toujours dans le même style des mathématiques anciennes. Alors, cette science, elle s'est développée dans l'espace géographique du monde musulman. Voilà. Donc, c'est un peu l'objet de ce module et de ce qu'on va faire ici. Donc, je vais m'intéresser et donc, on va voir un peu plus de détails euh, de ce programme. Alors, je présente un peu le plan du cours. Qu'est-ce qu'on va faire en gros? Donc, ce n'est pas beaucoup de chapitres, c'est 3 chapitres dans ce module. Donc, ce chapitre introductif, donc cette introduction générale que je vais faire, et puis les 2 autres chapitres qui sont peut-être un peu plus longs, bien sûr, que l'introduction générale. Alors, dans l'introduction générale, on va Madame, essayer de votre dire. écran est figé. Euh, je suis, vous êtes sur la page du plan du cours. Oui, chapitre Euh, 1. j'ai- Ah, que j'ai- chapitre 1, introduction générale. c'est ça. Donc, je n'ai pas encore lu qu'est-ce qu'il y a. Donc, dans cette introduction générale, nous allons bien sûr commencer par dire, attendez, je vais essayer de zoomer comme ça. Alors, qu'est-ce que l'histoire des sciences? Il faut dire, qu'est-ce que c'est que l'histoire des sciences? Je ne sais pas si vous avez une idée de l'histoire des sciences. Je sais que les étudiants, ou les étudiants, hein, même les enseignants, même dans les disciplines qui sont les nôtres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sciences dures, c'est les sciences, les maths, la physique, la chimie, etc., pensent que lorsqu'il y a le mot histoire, il y a quelque chose qui n'est pas scientifique. Voilà. Donc, on va découvrir un peu que dans l'histoire des sciences, il y a beaucoup de sciences. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'histoire des sciences? Ça, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va découvrir que, bien sûr, comme il y a le mot histoire et il y a le mot science, cela veut dire que cette discipline, elle est à la frontière de 2 disciplines. Donc, elle est entre, elle réunit, mais elle est entre, elle réunit. Il faut avoir des compétences dans les sciences dures, bien sûr, que sont les mathématiques, la physique, etc., et les sciences humaines, parce que on va parler d'histoire de la science. Et pour parler d'histoire de la science, mais parler scientifiquement d'histoire de la science. L'histoire, ce n'est pas simplement les dates de personnes, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort, quand est-ce qu'il a fait cette chose-là, etc. Même si cette information, euh, elle est importante. Hein. Ensuite, pourquoi on étudie l'histoire des sciences? Quel est l'intérêt de cette discipline? Est-ce qu'elle est intéressante ou là, est-ce que c'est juste une passion pour certains et pas pour d'autres? Est-ce que elle permet de développer les connaissances nouvelles ou pas? Voilà, donc je vais essayer de vous convaincre, bien sûr, que c'est oui, mais pour la simple raison que moi-même, je pensais que c'était non au départ, et j'ai compris par la suite que c'était oui. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à faire de l'histoire des sciences, euh, il était clair que, pour moi, au départ, que j'allais faire une discipline beaucoup plus simple que l'informatique, évidemment, et que c'est quelque chose lié aux sciences humaines, donc plus simple, etc. Mais ce n'était pas le cas du tout. Donc, voilà. Parce qu'il y avait de la science et vraiment fondamentale. Hein. Non seulement il faut comprendre la science, et ça, et il faut comprendre comment on invente les concepts, comment ça vient.
Voilà. Ensuite, alors pourquoi doit-on étudier? Alors la question, bien sûr, parfois, beaucoup de questions vont se poser. Pourquoi on va étudier les sciences arabes? Et pourquoi on a choisi? Donc pourquoi moi j'ai choisi les sciences arabes? Pourquoi je choisis les mathématiques arabes uniquement et pas les sciences arabes? Pourquoi est-ce que je dois me limiter à la culture de l'espace géographique musulman et à une région ou à une période? Bon, je vais essayer de vous convaincre que si on faisait un cours sur l'histoire des sciences en général, euh, il y a des questions ici. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Madame, j'ai une Oui, question à propos du oui, module. allez-y, allez-y, oui. En fait, on est perplexe à propos de l'idée si on va faire un projet ou pas. Oui, oui, je pense que Ah, oui. Je pense que oui, mais je vous le dirai ça à la fin. Euh, on va voir. Vous allez, je pense, pour l'examen, c'est ça. C'est ce qui vous intéresse. ouais, effectivement, c'est ça. Mhm. Et Euh, du coup, est-ce que le projet sera individuel ou bien en binôme ou bon, je sais pas. je vais essayer. Moi, je vais essayer de vous changer un peu ce qui est dans votre tête un peu. C'est d'essayer de considérer ce module comme un module beaucoup plus sérieux qu'un module bonus pour gonfler votre moyenne et aller en informatique. Parce que c'est à peu près ça l'idée. C'est-à-dire, c'est un module où on peut faire n'importe quoi et puis on a de très bonnes notes pour améliorer la moyenne. Voilà. Donc, Ouais. quel que soit son coefficient, je ne sais pas, vous devez le savoir plus que moi. Je réponds à Ramzi Kamal. Donc, quel que soit son coefficient, les étudiants, la plupart des étudiants viennent vers ce module avec l'idée de passer vers quelque chose de simple ou là, de pas intéressant pour eux, parce que surtout ceux qui viennent en informatique, euh, en général, comme l'accès à l'informatique se fait avec une moyenne très forte, enfin, la plus forte, on va dire, de tous les étudiants qui viennent en informatique, si on entre avec sa propre moyenne et pas avec d'autres moyens, donc les gens pensent que tout le reste est pas intéressant, ou là, il est moins intéressant, ou là, qu'il y a des modules fondamentaux sur lesquels il faut travailler et des modules qu'il faut utiliser pour améliorer sa moyenne, etc. Moi, je vais essayer de vous expliquer que non. Et que ce module va peut-être vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de faire en algorithmique, surtout pour ceux et celles qui ont du mal à bien travailler dans le module d'algorithmique. Hein. Voilà, donc je pense que il va vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que l'activité de développer un algorithme. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Qu'est-ce qu'on fait quand on, on développe un algorithme? C'est pas simplement euh, apprendre les solutions des années passées et venir reproduire. C'est comment réfléchir une solution sur laquelle on n'a pas du tout d'idée. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me limite. Je ne peux pas faire histoire des sciences de toute la planète, parce que c'est vrai que la science, elle a existé depuis des millions d'années. On peut regarder ce qui s'est passé dans l'Antiquité. On peut regarder ce qui s'est passé depuis la naissance de l'écriture. En Mésopotamie, il y avait de la science. En Babylonie, il y avait. On peut regarder ce qui s'est passé en Europe de la Renaissance et puis regarder ce qui s'est passé au 19e siècle. C'est énorme de voir tout ça. Et c'est pas, et c'est pas intéressant parce qu'on ne peut pas voir toute l'histoire des sciences entière de façon à comprendre quelque chose. On gardera quelque chose, un souvenir de quelque chose d'incomplet. Alors, je me limite à, à ça. Évidemment, le mot sciences arabes et mathématiques arabes, euh, ce n'est pas moi qui l'ai donné. Hein. C'est un mot qui est connu euh, chez les historiens des sciences, qui ne sont pas arabes, évidemment. Ça se fait aux États-Unis, en France, en Europe, etc., en Allemagne. Ça s'appelle comme ça. Cela ne veut pas dire, alors ça peut choquer aussi beaucoup de gens qui ont des opinions politiques, que science arabe, ça ne veut pas dire
faites par les Arabes, ça veut dire faites en langue arabe. Donc ça, je dois le définir par la suite. Tout ce qui a été écrit en langue arabe. Voilà. Donc, alors, voilà. Donc, pourquoi doit-on étudier les sciences arabes? Tout simplement, ou là, les mathématiques arabes uniquement et pas tout. Pourquoi se limiter à une culture? Parce qu'on doit se limiter à à une région. On doit se limiter à une période. On ne peut pas étudier de moins 1 million d'années jusqu'à 2000, etc. Donc, on peut se limiter parfois à 5 années. Que s'est-il passé, par exemple, depuis 1960 à maintenant en informatique? Voilà. Et alors, le cinquième point que j'ai ajouté et qui est très important pour moi, c'est quelles compétences doit-on avoir? Et en général, ces compétences manquent beaucoup chez les informaticiens et chez les ce que vous faites. Deuxièmement, il faut maîtriser l'expression écrite, hein, c'est-à-dire savoir exprimer ses idées dans une langue donnée. Alors que ce soit en arabe, que ce soit en français, que ce soit en anglais, comme vous voulez. Donc, il faut savoir écrire correctement ce que vous avez envie d'écrire. Alors, ça, c'est très compliqué parce que, en général, les étudiants dans ces disciplines-là ne sont pas tous, hein, je ne sais pas, je n'ai pas fait de statistiques, mais en général, dans les matières littéraires, histoire, philo, etc., ils ne sont pas bons. Voilà. Et surtout, bien sûr, quand on étudie histoire des mathématiques ou histoire de la physique ou histoire de la chimie, il faut avoir les connaissances scientifiques de base du domaine qu'on étudie. Voilà. Alors, comment on va étudier l'histoire des mathématiques arabes? Les mathématiques arabes ont succédé à la science grecque. Donc, ce que je dis dans ce carré-là, c'est pourquoi on s'intéresse, donc un chapitre, donc je ferai un chapitre sur l'histoire de la science grecque et surtout sur les mathématiques grecques. Alors, pourquoi les mathématiques grecques? Parce que les sciences arabes, je répète, quand je dis sciences arabes, cela veut dire sciences écrites en langue arabe, sont les héritières de la science grecque, que ce soit en mathématiques, en physique, en astronomie, en philosophie, en médecine et dans toutes les disciplines. Voilà, donc toutes les disciplines. Donc, le monde musulman de l'époque, qui a développé cette science novatrice dans tous les domaines, il n'est pas parti de rien, il est parti de toute la connaissance grecque qu'il y avait auparavant. Donc, nous sommes obligés de faire un petit voyage vers la Grèce antique. Et comme je m'intéresse plus aux mathématiques, je vais m'intéresser aux mathématiques grecques, en particulier les mathématiques et l'astronomie. Et on aura les éléments d'Euclide pour les mathématiques et l'Almageste de Ptolémée pour les mathématiques de l'astronomie. Alors, un de vos camarades a posé la question, est-ce qu'il y aura des exposés? Je pense que le type de projet à faire, c'est ce type de projet. Par exemple, il y aurait des projets sur une étude sur les éléments d'Euclide. On peut s'intéresser sur les éléments d'Euclide. Qu'est-ce que c'est que les éléments d'Euclide? Qu'est-ce qu'elles contenaient dans ces mathématiques, etc. Alors, les éléments d'Euclide, je vous rappelle que c'est une encyclopédie de 13 tomes. Hein. Donc, il y a 13 tomes dans les éléments d'Euclide, dans chaque livre. Donc, on les appelle les livres des éléments d'Euclide. Ça a été quelque chose de très, très important, aussi bien dans le monde musulman au début, et ça a été très, très important pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle. Et les premières mathématiques qu'on étudie quand on est au lycée, etc., on étudie encore la géométrie plane, l'arithmétique, etc. Tout ça, c'est dans les livres d'Euclide. Et évidemment, c'est le premier socle
que les savants musulmans ont utilisé et ils ont traduit ce livre 1 million de fois. Donc, on peut s'intéresser aux éléments d'Euclide pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans chaque livre et quelles sont les différentes traductions qui ont été faites en arabe et comment, alors ça fait partie de l'histoire des sciences, si ça intéresse parmi vous, comment les savants musulmans, quand je dis musulmans, donc c'est l'espace géographique musulman, c'est pas forcément des Arabes. Khwarizmi n'est pas arabe, il est dans la région perse, mais à l'époque, elle était politiquement sous la tutelle d'une khilafa arabe qui était l'Abbasienne. Donc, il fait partie donc de cet espace géographique. Parfois, ces savants, ils ne sont pas de langue, n'ont pas la langue arabe comme langue maternelle. Les philosophes Al-Farabi ne connaissaient pas un mot d'arabe, mais à l'époque, on apprenait l'arabe pour faire de la recherche. Comme aujourd'hui, nous sommes obligés d'apprendre et de connaître l'anglais pour faire de la recherche. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, deux œuvres majeures où il y a eu des développements extraordinaires en mathématiques, dans les mathématiques arabes, grâce à la lecture des éléments d'Euclide, la lecture et la relecture des éléments d'Euclide à différentes étapes, et pour l'astronomie aussi, où il y a eu... Alors, pourquoi je parle des éléments d'Euclide? Parce que c'est là que naît l'algorithmique. C'est là... Alors, de l'Almageste, je vous montrerai un algorithme, ce que nous utilisons en informatique comme algorithme itératif approché. C'est un algorithme qui est né au XVe siècle et le but, c'était de corriger un résultat qui était de l'astronomie de Ptolémée, qui est dans l'Almageste et qui a été fortement critiqué comme étant un résultat faux. Alors, la science, elle se fait comme ça. Donc, on commence donc à traduire, on commence à comprendre, on commence à étudier, et puis après, même la recherche aujourd'hui, elle se fait comme ça, et puis on commence à trouver les erreurs, à ne pas être d'accord, à chercher à creuser un peu plus et à trouver les erreurs. Et quand on trouve les erreurs et on a compris et on a développé un peu plus de mathématiques, donc on va proposer de nouvelles solutions. Et c'est là que les nouvelles solutions ont été proposées. Et un algorithme qui est très, très important pour nous, que vous utilisez sans le savoir. Je ne sais pas si vous avez fait en informatique, dans le module algo, en maths, vous devez le faire en analyse. Le calcul approché de la racine carrée par la méthode dite de Newton. Donc cet algorithme est beaucoup plus antérieur avant Newton. Ensuite, donc, il faut faire cette virée par la Grèce pour pouvoir comprendre toujours. Alors, il y a l'histoire des sciences, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant pour dire que le monde musulman a pu inventer ou a pu améliorer ou a pu transmettre simplement. Donc, comprendre qu'est-ce qui s'est passé d'une période à une autre. Donc, il faut voir qu'est-ce que la Grèce a produit et comment ça a été traduit en arabe et comment ça a été pris et développé. Ensuite, donc, voilà, moi, c'est cette partie qui m'intéresse parce que c'est la partie que je connais le mieux. C'est de dire qu'est-ce que c'est que les mathématiques arabes. Déjà, je viens de dire que les mathématiques arabes, ce n'est pas les mathématiques produites par les peuples arabes, mais écrites en langue arabe. Nous, quand on fait un article, on l'écrit en anglais, nous sommes ni américains, ni anglais. Tout le monde, même les Chinois, même tout le monde écrit en anglais. Donc, on aurait dit aujourd'hui les mathématiques en langue anglaise, tout simplement. Donc, voilà, la production scientifique, elle se faisait en arabe. Quand on dit les mathématiques arabes, cela signifie les mathématiques de langue arabe. Et on ne cherche pas à savoir qui est qui. Aujourd'hui aussi, on ne cherche pas à savoir qui est qui. En fait, c'est le résultat scientifique qui importe. Alors, pour comprendre comment cette révolution scientifique a pu avoir lieu, il faut faire une petite virée sur le contexte historique de l'époque.
D'abord, il faut regarder la période, ça s'est passé quand, ça s'est passé où, qu'est-ce qu'il y avait, donc les institutions, comment se fait-il? Parce qu'on peut toujours se poser la question, se dire, comment se fait-il que ce monde ou que cette région, comment alors, une des questions que l'histoire des sciences peut poser, mais c'est pas parce qu'on sait poser une question, on sait répondre. Il y a deux choses différentes. Donc, on peut savoir poser de bonnes questions, et ça, c'est déjà un grand pas, mais ne pas savoir répondre aux questions que nous avons posées. Mais le premier pas, c'est de savoir poser de bonnes questions. Alors, une des questions qui sont très, très difficiles, c'est de se dire comment peut se produire une révolution scientifique. Et comment une région donnée, ou un pays donné, ou un peuple donné arrive à un moment donné à chambouler l'espace scientifique et contribue au savoir planétaire et prendre la première position. La Chine est en train de le faire aujourd'hui, tout simplement. Alors, on peut faire le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a plus de 1000 ans. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui encore, nous devons tous écrire en anglais, y compris les Chinois. La science novatrice, elle est bien sûr aux États-Unis. Quand on regarde le classement des universités, c'est les universités américaines. Ensuite, les universités européennes, les grandes universités. On peut en avoir quelques-unes en Asie, mais la dominante, évidemment, c'est les États-Unis, le Canada, les grandes universités. Donc, c'est, on va dire, l'Occident. Mais la Chine est en train aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, surtout dans les nouvelles disciplines de l'informatique, je parle de l'informatique évidemment, parce que je connais pas, je ne sais pas ce qui se passe dans les mathématiques, mais dans l'informatique aujourd'hui, les Chinois sont en train de plus en plus de produire de la science novatrice et en train de se placer, bien sûr, parmi les premiers pays. Leurs universités aussi sont très très bien classées dans le classement des universités, de plus en plus mieux classées qu'avant, etc. Donc, le progrès scientifique, comment pourrait-on le comprendre? Comment pourrait-on savoir que faire pour qu'un pays donné, par exemple, puisse, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il crée une révolution scientifique? Voilà. Donc, alors, le contexte historique, il est important à comprendre, mais on peut tout juste savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait, et est-ce que c'est ça qui a fait qu'il y a eu révolution ou pas? On n'est pas certain. Alors, bien sûr, le monde musulman, évidemment, l'histoire des mathématiques, je viens de dire, c'est entre le 9e et le 17e, où il au top de son niveau. Pour comprendre comment est née cette recherche, il faut savoir qu'est-ce qui se faisait au 8e siècle, c'est-à-dire 50 ans avant, ou là, un siècle, moins de 100 ans avant, comment c'est arrivé. Donc, il faut un peu comme un point d'inflexion dans une fonction. La courbe, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, ce qui s'est passé, je dis simplement quelques idées, c'est que cette culture, quelle était la culture? La recherche et la culture du 8e siècle, donc cette culture, ils n'étaient pas, ce monde dont je parle n'était pas le premier, on va dire, dans la recherche mathématique, etc. Mais la culture qui était le plus développée, on peut la nommer aujourd'hui, ça ne s'appelait pas comme ça, mais on peut dire qu'elle est inscrite dans ce que nous appelons aujourd'hui les sciences humaines et sociales. Alors, donc, en effet, au 8e siècle, la recherche novatrice, c'est-à-dire tout ce qui était nouveauté et qui ne se faisait pas ailleurs, qui se faisait là-bas et pas ailleurs, il portait sur tous les domaines de la linguistique, de l'adab, alors c'est la phonologie, donc c'est sur la langue que les gens travaillent, c'est pour ça que je dis qu'il faut des compétences linguistiques. Donc sur la phonologie, sur la morphologie, on cherchait à comprendre les mots, on cherchait à comprendre pourquoi. Parce que c'est très proche, le 8e siècle, c'est très proche de la période musulmane, on va dire, de l'apparition de l'islam et le développement, ou le futuhat islamien, etc.
Donc, la région, elle regroupait beaucoup de peuples qui n'étaient ni musulmans, ni arabes. Donc, ils parlaient d'autres langues et ils avaient d'autres religions. Et ils sont devenus musulmans et ils devaient apprendre cette langue. Donc, il fallait comprendre cette langue. Et donc, il y a eu des études pour développer la phonétique, donc la phonologie, la morphologie, quelle est la forme correcte d'un mot. La prosodie, c'est هذوك الأوزان le faire quand on s'intéressait à la logique. Alors, pourquoi? Parce que la religion nouvelle, elle imposait deux choses. La connaissance de la langue arabe, il fallait comprendre, parce qu'il fallait comprendre le Coran. Et il fallait, et évidemment, usul al-fiqh se sont développés à cette période-là, c'est-à-dire toute la jurisprudence musulmane se développait à ce moment-là. Alors, on a développé à cette époque, avant, donc le 8e siècle avant l'algèbre, le premier dictionnaire, on va dire, de l'histoire, le dictionnaire de la langue arabe. Il fallait un dictionnaire. Un dictionnaire, ça permet d'expliquer les mots, la syntaxe des mots, comment on écrit, etc. Alors, ces sciences, on ne les appelle pas les sciences humaines, mais on les appelait les sciences arabes, tout simplement, ou là, les sciences de la transmission. Qu'est-ce que c'est que la transmission? C'est la révélation prophétique. Donc, tous les ulum qui viennent du besoin de comprendre la religion et de comprendre le texte surtout, et de comprendre, parce que c'est à cette période, tout s'est passé à cette période, les écoles juridiques de la jurisprudence, les 4 écoles qu'on connaît, Malik, Ibn Hanbal, etc., toutes ces écoles se sont formées à cette époque-là. Il y avait de grands savants comme Abu Hanifa, etc., qui connaissaient la logique et qui devaient déduire, par exemple, des règles de jurisprudence en utilisant la logique. Le qiyas, etc., tout ça, c'est né à cette époque-là. Alors, c'est ça ce qui existait avant l'algèbre. Alors, cette activité scientifique, pourquoi on s'intéressait à ça? C'était simplement une société nouvelle, avec une idéologie nouvelle. Et cette activité scientifique, elle répondait à des raisons profondes et trouvait ses racines dans la nature même de la nouvelle société et de son idéologie. Alors, imaginez tout un espace, par exemple, l'espace géographique où il y avait la Perse, l'espace où il y avait les Byzantins. Donc, il y avait des gens qui avaient une religion chrétienne, il y avait des gens qui étaient mazdéens. Les mazdéens, c'est la Perse, etc. Donc, le Majusiyin, des gens de différentes religions et de différentes langues qui sont regroupés dans un espace avec une même langue et une même idéologie. Il fallait bien sûr chercher un peu à unifier, à comprendre cela. Donc, c'est ça qui a permis le développement, du moins c'est un des éléments les plus importants. Alors, je vais parler aussi, étant donné le contexte qui a permis, évidemment, les Futuhat, elles ont rajouté, parce que l'islam, il s'est développé dans des régions qui avaient une civilisation avant, bien sûr. La Perse était une grande civilisation perse avant l'islam. Les Byzantins avaient une civilisation, donc le fait d'aller donc sur ces régions-là, ça veut dire qu'on va acquérir toutes les connaissances. Et tous les savants qui étaient dans ces régions, qui sont convertis, vont bien sûr apporter toute leur contribution à ce savoir. Voilà. Donc, oui, dans 3 continents, on dit en fait que l'empire musulman, géographiquement parlant, a été le plus grand empire de tous les temps. Et il a réuni les 2 plus grands empires du monde, qui étaient l'empire byzantin et l'empire perse, qui étaient très différents. Et 2 empires qui étaient Darbo, qui étaient en guerre tout le temps, ils ont été réunis sous cet empire musulman. Donc, lorsqu'il y a une révolution scientifique aussi importante,
il y a ce qu'on appelle en sciences sociales les conditions qui rendent possible cette révolution. Or, une révolution ne naît pas de rien du tout, c'est pas possible. Voilà. Donc, alors, le quatrième point va porter sur les traductions et les traducteurs des textes scientifiques. Alors, évidemment, puisqu'il y avait des gens qui connaissaient des langues et puisqu'ils ne sont pas d'origine, c'est pas des gens qui connaissaient la langue arabe. Alors, il faut savoir qu'il y avait des citoyens en Syrie, par exemple, il y avait des citoyens Syrie, Irak qui étaient arabes, mais qui étaient chrétiens. Alors, ces gens-là, il y avait des savants dans ces régions-là, et eux connaissaient le sanskrit, ils connaissaient le syriaque. Le syriaque, c'est la langue ancienne des Syriens. Et bien sûr, il y avait de la science, Fitat de mort, etc., dans la période pré-islamique. Il y avait de la science dans les régions qui parlaient grec, dans le nord, donc de Turquie, etc. Il y avait de la science dans les régions qui étaient proches de l'Inde et cette science était écrite en sanskrit, début du 9e siècle. Alors, il s'est passé un mouvement de traduction sans précédent. Il n'y a pratiquement pas eu une autre période aussi riche en traduction que cette période-là, et aussi la période qui est dite en Europe, la période de la Renaissance, et qui est maintenant la traduction de l'arabe vers les autres langues européennes, et en particulier vers le latin. Mais on traduisait, pour pouvoir faire ce saut et ce développement, on traduisait évidemment des textes scientifiques de toutes les régions qui étaient regroupées dans ce monde-là. Évidemment, ça c'est politique aussi. C'est que, on va dire, les responsables politiques, les califes de l'époque, voulaient cela. Ils payaient les savants, ils payaient des gens, ils payaient des familles. Alors, on connaît des familles entières, donc du grand-père, le père, les fils, les petits-fils sont des traducteurs. Et le traducteur n'est pas quelqu'un qui ne fait que la traduction. En général, c'est des savants traducteurs. Donc, les philosophes ont traduit la philosophie. Les mathématiciens ont traduit le Khawarizmi, lui-même il connaissait le sanskrit, donc il lisait les manuscrits indiens. Al-Bayrouni a vécu très très longtemps en Inde, il écrivait en sanskrit, donc il connaissait le perse, il connaissait le sanskrit, et donc il faisait la traduction des textes de l'astronomie. Donc quand on a une traduction correcte d'un savant, ce n'est pas simplement un traducteur comme on aurait donné un traducteur. Donc, ce sont des savants qui traduisaient dans le cadre de leur recherche. Voilà. Alors, tout ça, toute cette affaire-là, dont je viens de parler jusqu'au quatrième point, ont été, on va dire, les prémices qui ont permis la naissance de l'algèbre et al-Khawarizmi. Donc, c'est là que les mathématiques une nouvelle discipline nouvelle discipline mathématique va naître, c'est le Khawarizmi. Khawarizmi, on va voir donc ici qu'est-ce qu'il a fait. Alors, il a inventé, on va dire, une nouvelle discipline. Alors, il utilisait quoi comme langage? Il utilisait le langage naturel. Et là, je vous montrerai des exemples de problèmes à résoudre qui sont écrits en langage naturel, en langue arabe. On peut les voir en langue arabe et traduits aussi en français. Vous pouvez les trouver même en anglais, c'est très connu. Donc, le langage naturel, il n'y avait aucun mathématique. Et ce langage, il permettait d'exprimer les problèmes et les solutions, c'est-à-dire les algorithmes. Donc, Al-Jabr, oui. Al-Jabr, donc c'est lui qui a défini ce langage. Al-Jabr, ce mot-là est un mot qui vient de la médecine. On verra que c'est un mot qui vient de la médecine et qui explique une opération mathématique que vous connaissez, qui est la transposition. Quand vous transposez d'un membre, que vous avez une équation, un membre égale à un membre, et que vous avez par exemple une constante à droite et une constante à gauche, on va transposer, par exemple, si vous avez x plus 3 égale x carré plus 5, le plus 3, vous allez le transposer pour faire
x carré plus 5 moins 3, et ça vous fait 2. هذا هو اسمه جبر, parce que vous allez unifier les termes qui sont de même nature. جبر, exactement comme جبر les os, la dame. C'est-à-dire quand il y a واحد يتكسر كيفاش نجبروه نلصقوا c'est les équations dans lesquelles il définit ces deux opérations, où il définit la théorie des équations du second degré. Alors, en algorithmique, ce que vous faites, vous, en informatique, on vous dit, par exemple, en L1, très souvent, je vois ça dans les séries d'exercices, où on vous dit, par exemple, écrire l'algorithme qui permet de résoudre l'équation du second degré. Alors, les meilleurs d'entre vous, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appliquer l'algorithme de Khwarizmi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, l'équation du second degré, aujourd'hui, on l'écrit ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, notre algorithme, en gros, c'est lire ABC, ensuite calculer delta, b au carré moins 4ac, et puis faire le test. Si delta est positif, je calcule x en x2. Sinon, si delta est égal à 0, j'ai une racine double. Et si delta est négatif, je dis qu'il n'y a pas de racine. Voilà. Mais ça, c'est pas résoudre le problème de l'équation du second degré. Ça, c'est simplement écrire l'algorithme de Khwarizmi dans le langage algorithmique moderne. Donc, vous n'avez pas résolu l'équation du second degré quand vous répondez comme ça. Pour résoudre l'équation du second degré, il faut supposer que vous n'avez pas ça. Alors, essayez de répondre à cet exercice, résoudre l'équation du second degré, n'importe quelle équation du second degré, sachant que vous n'avez pas la méthode qui permet de calculer le delta et de tester le delta s'il est positif, négatif. C'est-à-dire, il faut essayer de comprendre comment lui a fait pour trouver ça. Voilà. Donc c'est ça qu'on va voir, et comment inventer un algorithme, on va dire. Voilà. Donc, et puis comment faire de l'informatique ou de l'algorithmique dans le langage naturel. Alors ça, c'est un point qui est très important pour ce qui est en train de devenir l'informatique. Alors, bien sûr, pour comprendre ce qu'il a apporté et l'importance de ce qu'il a fait, il faut bien sûr comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant lui. Donc, quelles étaient les disciplines mathématiques avant Khwarizmi? Et là, j'ai dit, on va regarder les sources grecques et indiennes. On va regarder plus en détail la théorie des équations. Qu'est-ce qu'il a fait exactement dans cette théorie? Et on va voir, donc très vite, le Khwarizmi, quand il a fait son traité, qui est un petit traité, en nombre de pages, on va dire, tout le monde a compris que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et très vite, il y a eu les premiers successeurs d'Al-Khwarizmi. Alors qu'est-ce qu'il y avait avant? Je vous dirais qu'avant, il y avait deux disciplines. Et les gens qui vont s'intéresser à lire, par exemple, les éléments d'Euclide, vont trouver certainement de l'arithmétique et de la géométrie. En arabe, ça s'appelle ilm al-hisab wal handasa. Donc, le hisab wal handasa, il n'y avait pas d'algèbre. Alors, l'algèbre, c'est quoi? L'algèbre, c'est une discipline qui est entre les deux et qui permet d'exprimer aussi bien l'arithmétique que la géométrie dans le formalisme algébrique. Donc, en gros, ce que nous faisons en arithmétique sur les nombres devient un cas particulier de ce que nous faisons en algèbre, et ce que nous faisons en géométrie aussi, du moins dans la géométrie plane, peut être aussi un cas particulier de ce que nous faisons en algèbre. C'est-à-dire, si on sait résoudre un problème algébrique donné, on peut, il devient, on n'a plus besoin de le faire en arithmétique et en géométrie. Alors, on va regarder cette théorie et comment Khwarizmi a fait, comment il a trouvé son algorithme. Et à ce moment-là, vous allez écrire, vous allez programmer cet algorithme d'Al-Khwarizmi comme Al-Khwarizmi l'a fait, et non pas avec le delta, traduire simplement, lire ABC, et ensuite delta égale reçoit b au carré moins 4ac, ensuite faire si delta positif alors, etc. Ça c'est de l'écriture, ça c'est de la traduction dans un langage algorithmique, c'est tout. Mais il le faisait lui dans un autre langage, mais pas de cette façon. Alors on va voir après Al-Khwarizmi. Alors
comment le champ des mathématiques s'est structuré par la suite. Juste après ça, il y a eu deux traditions mathématiques nouvelles, c'est-à-dire deux disciplines mathématiques nouvelles. Nous allons voir ce qui va être appelé les algébristes. Alors, tous les mathématiciens vont devenir algébristes, mais certains vont se spécialiser dans l'algèbre de l'arithmétique, c'est-à-dire Jabr al-Hisab, donc c'est ce qui va devenir théorie des nombres. Alors, le Hisab, c'est quoi? C'est le calcul sur les nombres, hein. Comment additionner des nombres, multiplier des nombres, diviser des nombres, etc., etc. Extraire la racine carrée d'un nombre, la racine cubique d'un nombre, faire le calcul, donc faire calculer une expression avec des fractions, nombres, il n'y a que des nombres, il n'y a pas de variables. Ça, c'est l'arithmétique. La géométrie, ce sont l'objet d'étude, c'est la figure géométrique. Donc, la géométrie plane, vous avez le point, la droite. Donc, le point et la droite sont des figures géométriques, on va dire, sans surface. La plus simple figure géométrique qui a une surface, c'est le triangle. Donc, vous aurez la géométrie du triangle qui va donner naissance, avec Aboul Wafa al-Bouzjani, de la trigonométrie. Hein, je vais dans 10 minutes terminer. Donc, la trigonométrie, c'est l'étude de la géométrie, on va dire, et des théorèmes de la géométrie concernant le triangle. Alors, pourquoi le triangle? Parce que c'est la plus petite, c'est la plus petite figure, on va dire, c'est la figure qui a une surface et qui se construit avec 3 segments simplement. Ensuite, si vous avez plus de segments, vous pouvez fabriquer le trapèze, le carré, le polygone à 6 côtés, à 10 côtés, etc., etc. Donc, nous avons deux traditions. L'algèbre, elle a cherché donc à algébriser l'arithmétique. Alors, on a un grand mathématicien, Al-Karaji. Al-Karaji est une tradition qui a donné en fait la théorie des nombres par la suite. Elle s'est prolongée donc en Europe par la théorie des nombres. Alors, c'est toute la théorie des polynômes. Al-Karaji a cherché maintenant, puisqu'on sait diviser des nombres, on sait multiplier des nombres, on sait additionner des nombres. Qu'est-ce que ça veut dire additionner des variables? Qu'est-ce que ça veut dire diviser des variables? Qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Donc, l'algèbre, elle a introduit la variable dans les calculs et maintenant, il faut développer ça. Pareil, donc la géométrie, comment on va algébriser les figures géométriques. Et là, on a Omar Khayyam, qui est le premier mathématicien qui s'occupait de géométrie et qui a pris donc cette algèbre d'Al-Khwarizmi et qui l'a appliquée pour résoudre des problèmes plus importants. Voilà. Donc, ça, c'est des écoles. Bien sûr, quand je dis Karaji et son école, sa tradition, donc il y a eu beaucoup de mathématiciens qui ont suivi. Khayyam aussi, il y a eu des mathématiciens. Et qu'est-ce qu'il a donné? La géométrie de Khayyam, elle a donné naissance à ce qui est connu aujourd'hui comme étant la géométrie algébrique. Ensuite, alors je vais dire quand même j'espère pouvoir parler de la période du 15e au 19e. Est-ce que c'est fini au 15e? Est-ce que ça a continué après le 16e, etc. On a quelques mathématiciens très, très importants et quelques œuvres de mathématiques à découvrir entre le 15e et le 19e siècle. En fait, dans cette partie région géographique du monde, pratiquement tout s'est éteint au début du 19e siècle. Et après, alors, une partie de l'histoire des sciences, il y a des gens qui s'intéressent aussi à la question de savoir, mais pourquoi ça s'est éteint? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose naît, une révolution arrive, et qu'est-ce qui se passe quand elle se termine? Alors, évidemment, je dirais un mot, mais ça c'est connu. Ça pourrait être l'objet d'un exposé, c'est la transmission en Europe de ce savoir, donc les traductions de l'arabe vers les langues de l'Europe. Alors moi, ça m'intéresserait que parmi vous, il y ait des gens qui s'intéressent, si vous comprenez, oui, le latin entre autres, mais il y avait d'autres langues aussi dans lesquelles on traduisait. Donc si parmi vous, puisque vous êtes en MI, je vais parler de la partie M, on va dire, et de se dire, mais alors, et l'histoire de l'informatique? Puisqu'on parle d'histoire des sciences, est-ce qu'on peut parler de l'histoire de l'informatique? Alors, la question, c'est de savoir quelle histoire peut-on faire de l'informatique? Aujourd'hui, c'est la discipline, on va dire, c'est une des disciplines, pour ne pas exagérer, une des disciplines les plus avancées et qui apporte le plus de contributions en connaissances scientifiques. Alors, comment l'informatique est venue? Comment elle s'est développée? Alors, on peut poser beaucoup de questions. C'est ça l'histoire des sciences. Alors,
comment est-on passé des mathématiques à l'informatique, sachant qu'aujourd'hui, l'informatique, ce n'est pas simplement une science, c'est une science et une technologie. Donc, on a deux parcours. Alors, on peut faire l'histoire au sens scientifique, c'est-à-dire la pensée, de la pensée algorithmique à la pensée intelligente aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Alors, on peut étudier la pensée algorithmique. Qu'est-ce que c'est que la pensée algorithmique? Quels sont tous les paradigmes de programmation? Il faut savoir que on n'a pas toujours programmé en Java ou je sais pas, mais qu'il y a eu beaucoup de paradigmes de programmation qui ont cherché à formaliser l'activité de programmation. Ça vaut une très très belle histoire pour comprendre comment les idées viennent et aussi pour ceux qui veulent faire de la recherche, euh, c'est-à-dire euh, comment construire une nouvelle idée, un nouveau concept. Alors, bien sûr, on peut aussi s'intéresser le point 4, là, les instruments de calcul. Comment est-on passé du calcul analogique au calcul numérique? Alors ça, on peut faire simplement une autre partie de l'histoire, c'est l'histoire des machines, le développement de la machine de von Neumann à aujourd'hui, les systèmes d'exploitation, etc. On peut faire l'histoire, par exemple, des systèmes d'exploitation, comment ils se sont développés à travers l'histoire, comment est-ce qu'on programmait avant et comment est-ce qu'on programme aujourd'hui. Et le point 3 qui, à mon avis, est très, très important, c'est qu'aujourd'hui, la pensée algorithmique s'avère insuffisante pour résoudre les nouveaux problèmes. Les nouveaux problèmes, alors les nouveaux problèmes, ce sont les problèmes qu'on dit cognitifs. On veut faire de façon automatique, en gros, hein, c'est très schématique, on veut faire de façon automatique tout ce que l'homme peut faire, jusqu'à réfléchir de façon automatique. Voilà. Donc, qu'on pensait quand même très difficile à faire par... durant ce cours, mais qu'est-ce que c'est que la pensée intelligente? Donc réfléchir au sens de l'intelligence artificielle. Bon, je vous dis simplement deux mots. Avant, c'est-à-dire le Khwarizmi, en gros, qu'est-ce qu'il a apporté? C'est qu'il définit une classe de problèmes, a priori, mais il définissait la méthode. Ensuite, il définit la méthode de résolution qui s'applique à cette classe de problèmes et il démontre que son algorithme est correct, c'est-à-dire qu'il fait la preuve que l'algorithme est correct, qu'il va résoudre ses problèmes. Mais donc, il doit définir la classe des problèmes avant. Aujourd'hui, la pensée IA ne procède pas comme ça, on ne donne pas, parce que l'algorithme, et après on écrit l'algorithme, la solution, c'est on l'écrit à partir des différents cas. C'est un peu ce que vous faites, vous, quand vous dites si delta est positif, alors je fais ça, s'il est négatif, je fais ça. Donc, vous étudiez tous les cas dans un algorithme. Hein? Aujourd'hui, on n'étudie aucun cas. Aujourd'hui, on ramasse les données et on pense que les solutions se trouvent dans les données. Si bien qu'il y a de nouvelles disciplines, la science des données, c'est le data science. Ce qui est devenu cher aujourd'hui en informatique, ce n'est pas les algorithmes. Bon, bien sûr, on peut, si on trouve un algorithme extraordinaire, on peut toujours, une discipline ne se termine pas, mais l'IA apporte de nouvelles solutions à des problèmes que la pensée algorithmique ne peut pas résoudre. Voilà. Donc, il y a toujours un progrès. Et je pense que ça devrait intéresser. Donc là, j'ai posé que quelques questions.
quand même, pour des futurs informaticiens, au moins quelques-uns parmi vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous pouvez prolonger les questions ici. Alors, c'est ça que j'aimerais développer avec vous. Alors, pour la prochaine fois, je vous parlerai, je pense que je dois terminer maintenant, hein. C'est ça, 1 heure? C'est ça? Je ne sais pas si on arrête ici. La prochaine fois, je vous parlerai de la méthodologie et de travail. Qu'est-ce que c'est que l'histoire des sciences, en fait, pour arriver à la définition, pour commencer notre premier cours. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. C'est très difficile d'enseigner un module, très, très difficile d'enseigner un module lorsque vous avez un public qui ne s'intéresse pas vraiment. Voilà. Voilà, moi je fais le défi que je vais essayer d'intéresser quelques-uns parmi vous. Voilà. Intéresser, Bah, mais franchement, ça voilà, nous j'espère. intéresse. Non, non, mais voilà. Donc, Non, madame, c'est intéressant. non, non, mais je dirais, c'est le système qui fait ça. C'est le système qui fait une classification de modules, hein. Moi, je devais enseigner Algo, hein, et j'ai pas voulu enseigner Algo. Voilà, donc voilà, parce que je trouve que j'avais envie au moins que les étudiants de MI fassent de l'histoire des sciences une science qui est plus proche de ce qu'ils font à la limite, plus proche. Je ne sais pas si et essayer, je ne sais pas si je vais réussir ou pas, mais essayer que à la fin de ce cours, on puisse comprendre que si on comprend l'histoire des sciences, ça va nous aider à comprendre ce que nous faisons dans la discipline que nous faisons, c'est-à-dire, pour moi, l'informatique. Pour vous, ça va être l'informatique ou les mathématiques. Voilà. Voilà. J'espère qu'on se verra la prochaine fois. Merci beaucoup, madame. Voilà. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Madame, Bonne journée, madame. Alors, n'oubliez pas, les délégués, surtout, Madame. de m'envoyer. Au fur et à mesure, je voulais vous montrer, mais je vous le montrerai la prochaine fois, les questions de projet, sur lesquelles vous pouvez travailler Oui, en groupe, bien sûr. En groupe, c'est pas un projet. Un projet, on le fait jamais seul. Il faut travailler ensemble, il faut collaborer, mais par contre, il faut pas tricher. Voilà. Donc, vous pouvez même proposer des questions, surtout dans cette affaire de, moi je suis intéressée par développer des questions sur l'histoire de l'informatique. Alors sur quelle partie de l'informatique? Moi je peux vous présenter une partie de ce qui m'avait intéressé il y a longtemps, quand j'ai fait le master. J'ai fait le master d'histoire des sciences et le doctorat d'histoire des sciences. Et quand j'ai fait le master d'histoire des sciences, c'était après le doctorat d'informatique, j'ai travaillé sur la naissance, enfin, les origines de la programmation logique. Alors, il faut savoir qu'on peut programmer en logique et il y a un langage de programmation qui s'appelle Prolog. Voilà. Et Prolog, c'est un langage de programmation qui est basé sur l'utilisation de la logique. À un moment donné, pour des raisons données et pour résoudre des problèmes particuliers, des chercheurs ont décidé de dire langage algorithmique, mais slash, pour résoudre des problèmes. Et d'ailleurs, c'est ça qui a donné l'IA en fin de compte, hein. Ce sont les premiers qui ont cherché à penser, à travailler plus intelligemment, de travailler avec la logique. Parce que quand on travaille, chez Zahma, c'est vrai, quand on travaille, on fait des exemple, l'histoire de la programmation, je ne sais pas, on sait qu'est-ce qu'on a fait où là, ah oui, ça, ce serait génial avec un montage vidéo, bien sûr. Bien sûr. Si vous pouvez faire ça, ce serait formidable. Voilà. Donc, c'est super ouvert et voilà. Moi, j'aimerais voir ce dont vous êtes capable.
Voilà, j'aimerais avoir vos idées. Et c'est pas un module pour avoir de mauvaises notes, mais ce n'est pas non plus un module pour gonfler des notes gratuitement, mais c'est un module vraiment ouvert pour vous, pour une culture générale scientifique, mais aussi qui vous apprend à poser des questions un peu plus approfondies. Et au final, vous allez apprendre. Je vous ai dit, les PFE ne savent pas, les PFE et les masters et les doctorants. Quand vous leur dites, vous leur donnez un sujet de recherche en doctorat d'informatique et qu'ils travaillent et qu'ils essayent de poser le problème, ce qu'on appelle la problématique, eh bien, c'est très difficile pour eux de résoudre ça et d'écrire ça. Et c'est très difficile la rédaction d'un PFE. Alors, profitez de ce module-là pour apprendre cette chose-là. Vous n'avez rien à faire. Voilà. Oui, question. On est censé travailler à combien des groupes avec combien d'étudiants je ne sais pas trop. Je sais pas. Il ne faut pas, bien sûr, que ce soit un seul groupe, toute la section. Bon, ça ne marche pas. Pour moi, ça serait bien parce que j'aurais un seul projet à corriger. Mais, je ne sais pas, des groupes de 3-4, c'est pas mal. Il ne faut pas que... Non, quoi 20 le groupe? Non, non, 20 le groupe, c'est un groupe. Là, je vais avoir 4 groupes. 20, c'est pratiquement un groupe de TD, quoi. On verra, on verra, on verra. Si vous voulez être 20, je diviserai le sujet en deux et là, c'est 6, hein. Voilà. Alors, bien sûr, c'est la méthodologie. Vous allez faire un travail typiquement, enfin, non, parce que je vais vous faire réfléchir. Bon, on va dire que vous êtes 200. euh, vous êtes 200. euh, je pense vous faire, je pense vous faire aussi un travail QCM, genre QCM. Voilà. Ce sera des présentations, hein, ce sera des présentations. Oui, QCM, oui, QCM. Mais bon, j'ai pas encore décidé pour ce point-là. Alors, du coup, on va pas faire du tout un examen. Ce sera ça l'examen. L'examen, c'est présentation plus QCM. Je pense pas qu'il y aura pas. Il y aura pas de. Il n'y a pas de présentation. En ligne, peut-être, oui, peut-être oui, en ligne, c'est sûr. Alors, Madame, oui. Madame, est-ce qu'il y a des sources qu'on peut exploiter pour faire... Alors, il y a moi, je vais vous proposer, quand je vous propose un sujet, je vous propose des sources. Je vous propose des articles à lire, par exemple, sur des questions données. Si, bien sûr, vous choisissez, vous n'êtes pas obligé de faire. Si vous ne prenez pas ce que moi je vous donne et vous allez proposer vous-même, et bien sûr, vous allez chercher les sources vous-même et il faut que les sources soient bonnes. Et il ne faut surtout pas que ce soit que Wikipédia, parce que c'est pas suffisant. Voilà. Donc il faut chercher. Et à ce moment-là, on peut faire des étapes de suivi, un peu comme je le fais avec les PFE, des étapes de suivi de vos projets. Où est-ce que vous en êtes sur la recherche biblio? Donc si vous n'arrivez pas, on peut chercher ensemble. Donc si vous me dites, je peux vous aider sur la recherche des sources, hein. Donc voilà. Donc, si on ne trouve pas vraiment on peut changer de sujet, etc. Donc, vous commencez. Alors, je vous dis, les autres. Non, pas forcément. Mais je suis avec vous. Non, non, c'est. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout que vous appreniez à faire un travail d'étude, c'est-à-dire une méthodologie de travail que vous allez utiliser quand vous serez en licence L3. Voilà. Apprendre comment je réunis la biblio, les sources, comment je l'étudie, comment je classifie, comment j'extrais les connaissances minha et comment je rédige mon travail. C'est ça qui est important. هذوما les compétences لازم نتعلموهم. Après, on s'en fout des gens qui le boum et qui le bouche, c'est pas notre. On peut toujours savoir. Alors, vous avez un exercice, je pense qu'on vous le donne, mais en tout cas, moi, je le fais pour la section 4 algo. TP, c'est l'algorithme pour les matrices, par exemple. C'est oh,
Le truc de Pascal. Voilà. Et quand les gens ne sont pas là pour défendre leur travail, d'autres chercheurs lisent. Ils ne sont pas forcément, surtout à l'époque, ils ne sont pas forcément de citer. Pascal a certainement lu les travaux de Karaji et il a fait son triangle de Pascal. Alors, le triangle dit de Pascal, c'est le triangle de Karaji. Alors, on peut retrouver le texte, etc. Donc, on va lire quelques textes. Vous allez voir comment se présenter ces mathématiques. Alors, pourquoi je vous ferai lire quelques textes? Alors, parfois, le projet, ça consiste aussi à traduire un algorithme très important de sa forme textuelle vers sa forme informatique jusqu'à la programmation. Et vous allez voir qu'il y a des algorithmes qui sont du génie. Et évidemment, pourquoi j'essaie de vous apprendre cette traduction? Parce que c'est un domaine de recherche aujourd'hui de l'IA qui pas mal de doctorants. Alors, email taille, il ne faut pas m'envoyer sur ma boîte parce que ça tire déjà L2. Donc, j'ai envoyé. Alors, attendez, je vais vous la donner maintenant. C'est une boîte nouvelle que j'ai créée pour vous et la section 4. Donc, c'est MI. Alors, c'est MI, bien sûr, section 4. Histoire, philosophie des sciences, HPS pour histoire, philosophie. Section 3. 3, USTHP. Et Thomas 3 et 4. Donc, moi, j'ai la 3 et la 4. USTHP@gmail.com. Alors, voilà. Donc, ça va me donner une idée sur les sujets que vous voulez faire et surtout sur le nombre de projets à faire et le nombre de groupes et sur le nombre de personnes par groupe. C'est avec ces éléments-là que je peux vous dire OK ou pas OK, il faut diviser, pas diviser. On va discuter de ça la prochaine fois. On est d'accord? Oui. D'accord, أنا شحال madame. زعما Donc, كيف؟ شحال زعما بصح الجروب شنو شحال زعما le nombre? Le nombre de personnes. Vous proposez. Vous allez proposer-moi le nombre que vous voulez. Hein? Proposez, je ne sais pas. Proposez et puis on verra. Je pense, je ne sais pas, j'ai pas d'idée, donc je peux pas vous répondre à quelque chose, bah, نعاود نقول لكم لا لا, etc. Alors ça va dépendre, je pense que le nombre va dépendre de l'importance du sujet à faire. Évidemment, vous n'allez pas me faire مانيش عارفة أنا, une traduction de texte, يخدموا عليها 10. Pas forcément intéresserait beaucoup.
ou bien à l'histoire des mathématiques aussi, algèbre. Moi, je vais vous proposer quelques sujets. Alors, je pense que je vais vous dire qu'est-ce que j'ai. Voilà, quelques thématiques exposées. Les thématiques exposées, pour moi, alors je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, un travail sur la linguistique arabe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait, ce que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y avait avant cette science, quelles sont les sciences de la langue qui existaient. Alors, bien sûr, il y a un grand travail ici sur le dictionnaire arabe, sur Al-Khalil ibn Ahmed. Et aujourd'hui, en informatique, vous avez un module, si vous faites informatique et vous allez en L3, il y a un module qui s'appelle théorie des langages. Alors, c'est de là qu'on comprend que l'étude du langage est fortement liée aussi à l'étude de l'algorithmique. C'est très algorithmique et la langue arabe, c'est une langue qui est très algorithmique parce que c'est une langue, je pense que c'est ça qui les a aidés aussi pour faire un dictionnaire. Et la manière dont le dictionnaire a été construit, c'est cette manière que le Khwarizmi a appliquée pour faire l'algèbre. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre comment les idées sont venues. Alors, ensuite, on peut travailler sur le Khwarizmi et la formalisation et la résolution de quelques problèmes qui sont écrits en texte. Alors, là, vous allez voir, il y a plus de la moitié de son traité d'algèbre, ce sont des problèmes et des solutions. Ensuite, l'extraction de l'algorithme à partir d'un texte, ça c'est un peu difficile, mais vous pouvez lire déjà, là il y a un peu d'IA dedans, on peut extraire un algorithme, on peut extraire une... Alors quand je mets article entre parenthèses, cela veut dire qu'il y a des sources, quoi, il y a des documents. Alors, algorithme de calcul de points fixes, définition, théorème, algorithme, ça c'est très important. Et je vous en parlerai et je vous montrerai comment fonctionne et comment il a été inventé. C'est ce qui a été attribué plus tard à Newton comme étant le calcul approché de la racine carrée. Donc, il existe dans les mathématiques arabes bien avant lui, 3-4 siècles avant Newton. Mais chez racine carrée, c'est n'importe quelle racine. Ensuite, alors pourquoi on s'intéresse à la classification des sciences aussi? Quel est l'intérêt? Et ça, c'est un sujet. Alors, bien sûr, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui travaillent sur les mathématiques, arithmétique et géométrie grecque et les mathématiques de l'astronomie. Alors, il y a un article sur les nombres amiables, al-a'dad al-mutahabbin. On avait donné un sujet l'année dernière, aux premières années, sur ce sujet-là. Alors, il y a bien sûr, les mathématiciens arabes ont travaillé beaucoup sur ça, sur les nombres parfaits aussi. Alors, il y a un article aussi, il y a des articles d'Ibn al-Haytham sur les nombres parfaits. Et vous avez ça. Alors, ça, ce n'est que des questions comme ça. Pas forcément, vous n'êtes pas obligé de les prendre. C'est en faisant ce cours que j'essaie de trouver des sujets qui pourraient vous intéresser, mais je pense que je ne pourrais pas savoir ce qui vous intéresse plus que ce que vous pourrez me dire. Voilà, donc je vous laisse le soin de me proposer des questions. Et on verra après ce qu'on va garder. OK, voilà. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. On termine? Oui, oui, madame. Okay. Au revoir tout le monde et Au revoir. bonne journée. Bonne journée, madame. Merci, Au revoir, madame. 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 Merci, madame. Au revoir. Salam, au revoir.